et je suis très content et heureux de pouvoir partager ces moments avec vous pour parler des maladies de l'hémoglobine de manière très succincte et surtout parler du volet hématologique de ces pathologies. Les hémoglobinopathies ou maladies de l'hémoglobine sont des affections héréditaires, monogéniques, les plus répandues dans le monde. C'est pour cela qu'il faut savoir les maîtriser. Ils sont assez fréquentes chez nous, au Maroc, et moins en Afrique. Il peut s'agir soit d'une anomalie qualitative ou quantitative de la synthèse de la partie protéique de l'hémoglobine, à savoir la globine, et on a estimé à 7% le nombre de malades porteurs de cette maladie sous forme hétérozygote. Sur le plan clinique, les malades hétérozygotes sont généralement asymptomatiques ou très peu symptomatiques. C'est pour cela qu'on peut diagnostiquer ces maladies à un âge très avancé, à un âge adulte. Les sujets homozygotes ou hétérozygotes composites, par contre, ils sont exposés à des complications sévères, notamment des syndromes hémorragiques sévères, voire mortels. Il faut savoir qu'il y a une grande diversité des anomalies moléculaires, et juste à titre d'exemple, pour les bêta-thalassémies, on a diagnostiqué jusqu'à maintenant à peu près 200 mutations. D'où l'intérêt de la prévention de ces hémoglobinopathies par un dépistage des porteurs asymptomatiques, et puis l'intérêt de les diagnostiquer en premier, parce que leur diagnostic il est biologique, et ça se fait au laboratoire. Un petit rappel sur la structure de l'hémoglobine. L'hémoglobine est une chromoprotéine qui assure, comme vous le savez très bien, le transport de l'oxygène. L'hémoglobine adulte, c'est pour ça qu'on parle des hémoglobines, les hémoglobines. Et à propos, je vois ici ma collègue chef de service de biochimie de laboratoire de biochimie de Tanger. L'analyse des hémoglobines, c'est une analyse qui est commune entre les hématologues et les biochimistes. Donc les hémoglobines sont composées, les hémoglobines adultes, est composée de l'hémoglobine A ou A1, avec 2 chaînes alpha, 2 chaînes bêta, essentiellement 97%. L'hémoglobine A2, 2 chaînes alpha, 2 chaînes delta, inférieur à 3%, 2 à 3%, et l'hémoglobine fœtale représente moins de 1%. L'hème est ancré à l'intérieur des globines et qui assure évidemment la fixation du fer qui assurera le transport de l'oxygène. Les proportions des différentes hémoglobines chez le fœtus et chez l'enfant, donc ils changent avec l'évolution embryonnaire puis fœtale. Ainsi, il y a une expression des différents types des hémoglobines selon l'ordre de leur expression au cours du développement. Ainsi, vers les 3e mois de gestation, nous avons essentiellement les hémoglobines ou l'hémoglobine embryonnaire. À partir du 37e jour, on a essentiellement de l'hémoglobine fœtale avec 2 alpha, 2 gamma, et puis il devient majoritaire vers la 36e semaine. Vers 6e mois de la vie et jusqu'à 5 ans à 6 ans, nous avons le profil de l'adulte. C'est pour cela que l'analyse ou l'interprétation des analyses des hémoglobines doivent tenir en compte l'âge du patient. Encore une fois, donc, nous avons essentiellement l'hémoglobine A, A1, l'hémoglobine A2 et l'hémoglobine fœtale. Avant d'aborder l'analyse ou l'interprétation hématologique des hémoglobinopathies, il me paraît nécessaire de faire un petit rappel, toujours intéressant pour nos biologistes. Qu'est-ce qu'une anémie? Qu'est-ce qu'un syndrome anémique? Un syndrome anémique, c'est la clinique. C'est un ensemble de signes cliniques en rapport avec l'anémie qui est de définition biologique, c'est-à-dire vous. La sémiologie clinique est dominée par l'asthénie, la dyspnée d'effort, les tachycardies, les vertiges et surtout la pâleur cutanéo-muqueuse. Donc vous allez avoir affaire généralement à des malades, des enfants peut-être, qui sont pâles. Et puis, nous, biologistes, nous avons notre propre sémiologie, la sémiologie cellulaire. C'est pour cela que tout à l'heure, on va insister sur certaines images qui apportent beaucoup dans le diagnostic de ces hémoglobinopathies, notamment dans le cas de la drépanocytose. Le taux d'hémoglobine, il faut savoir qu'il varie, normal, il varie avec l'âge,
et le sexe. Donc là aussi, il faut savoir interpréter le taux d'hémoglobine avec l'âge, en fonction de l'âge et du sexe. Ainsi, là vous avez cette diapositive qui illustre un peu les valeurs de l'hémoglobine en deçà desquelles on définit les anémies. Et là vous avez l'exemple d'un enfant qui a un âge inférieur à 5 ans. Ben la définition de l'hémoglobine, c'est quand le taux d'hémoglobine est inférieur à 10. Une femme enceinte, quand l'hémoglobine est inférieur à 10,5 à 11, mais évidemment chez l'adulte, ça vous savez très bien comme moi, une anémie est définie par un taux d'hémoglobine inférieur à 13 grammes par décilitre chez l'homme et inférieur à 13 grammes par décilitre chez la femme, à 12 grammes par décilitre chez la femme. Par la suite, il faut savoir caractériser l'anémie. À travers quoi? À travers 3 constantes, ce qu'on appelle les constantes de Wittrup, le VGM, CCMH et TCMH. Ainsi, on distingue les anémies normochrome normocytaires, macrocytaires, régénératives ou pas, et les hypochromes microcytaires. Une analyse suppose un prélèvement. Un prélèvement, ça se fait sur EDTR, aussi bien l'hémogramme que l'analyse des hémoglobines, ce qu'on appelle le phénotypage des hémoglobines. Le prélèvement se fait j'aime toujours rappeler la phase frénétique, parce que nous, biologistes, la phase frénétique est toujours indispensable. Donc le prélèvement se fait sur EDTA. Le frottis suppose un très bon étalement, une belle coloration. La coloration peut se faire soit par RAL ou par MGG. Le RAL rapide, moi je le préfère, surtout quand il y a une situation d'urgence. Le MGG, ça prend un peu de temps, mais nous avons généralement de très belles images. Là, je suis presque convaincu que tous les collègues biologistes ont assez souvent des problèmes de coloration. Donc, il faut peut-être savoir les résoudre en discutant entre nous et en proposant entre nous, bien évidemment, un meilleur protocole pour préparer les solutions de coloration, notamment les MGG. Les hémoglobinopathies s'inscrivent dans le cadre de ce qu'on appelle les anémies hémolytiques corpusculaires. Parce que les anémies hémolytiques peuvent être soit extracorpusculaires, soit corpusculaires. Et dans le corpusculaire, c'est-à-dire le corps de l'hématie, qui est qualifié d'un sac. Un sac, en fait, le sac, c'est la membrane. Le contenu du sac, c'est il y a de l'hémoglobine et des enzymes. Une atteinte de la membrane, ça s'appelle membranopathie. Une atteinte des enzymes, ça s'appelle enzymopathie. Et une atteinte des hémoglobines, ça s'appelle hémoglobinopathie. Quand c'est quantitative, on parle d'hémoglobinopathie. Et quand c'est qualitatif, généralement, on parle d'hémoglobinose. Dans les thalassémies, les thalassémies, notamment les bêta, et les hémoglobinopathies, notamment les bêta et les alpha-thalassémies, on a affaire à une anémie hypochrome microcytaire typique. Dans la drépanocytose ou les drépanocytoses, on a typiquement une anémie normochrome, normocytaire ou macrocytaire régénérative. Et je commence par les thalassémies. Les thalassémies sont des maladies génétiques les plus répandues au monde. On classe les thalassémies selon la chaîne touchée, la chaîne de globine touchée. On a alors soit les alpha-thalassémies quand c'est les gènes alpha qui sont touchés, soit les bêta-thalassémies quand il s'agit du gène bêta. Les bêta-thalassémies sont assez répandues dans le bassin méditerranéen, donc ils nous concernent. On a beaucoup de cas de thalassémie. Il faut savoir que ça, c'est un constat que pas mal de collègues l'ont fait, à savoir que ces maladies sont assez souvent sous-diagnostiquées. Les bêta-thalassémies sont très répandues dans le bassin méditerranéen, mais aussi dans le sud-est asiatique et en Afrique. L'incidence des formes sévères serait de 100 000 naissances par année. Selon le nombre de gènes délétés ou atteints, nous avons les bêta-thalassémies mineures ou minimes quand il s'agit d'un seul gène atteint. Nous avons les formes homozygotes majeures quand les deux gènes sont touchés, soit de manière partielle, c'est ce qu'on appelle les bêta plus thalassémies, soit de manière totale, c'est ce qu'on appelle les bêta 0 thalassémies. Ça veut dire bêta plus, c'est-à-dire il y a un tout petit peu de chaînes bêta qui sont synthétisées, bêta 0, c'est-à-dire il n'y a pas de chaîne bêta de globine de synthétisée.
La présentation clinique permet de classer les thalassémies en forme mineure, majeure et intermédiaire. Les thalassémies mineures ou très thalassémiques sont habituellement sans traduction clinique. C'est pour cela qu'on peut les diagnostiquer assez tard. Parfois, on peut les diagnostiquer, c'est un sujet de 50 ans, 55 ans, 60 ans. Les thalassémies majeures, par contre, ils sont franchement symptomatiques dès le jeune âge et associant de manière variable une hémolyse sévère, érythropoïèse inefficace, surcharge en fer, nécessitant assez souvent des transfusions itératives. C'est pour cela que dans les thalassémies, le mécanisme des anémies il est complexe. Il y a un processus périphérique qui correspond à l'hémolyse et un processus central qui est expliqué par la dysérythropoïèse, parce que c'est un processus génétique, donc c'est central. En même temps, il y a un processus de déviation du métabolisme du fer qui fait que les choses se compliquent. Nous avons une surcharge parfois en fer et nous avons l'hypochromie et la microcytose. Donc retenez-le, les thalassémies majeures ou l'anémie due à des thalassémies majeures sont des anémies de mécanisme complexe. Les bêta-thalassémies hétérozygotes sont silencieuses. Parfois, certaines circonstances, ça c'est très important, certaines circonstances peuvent déclencher l'anémie. Donc, nous avons le trait thalassémique, nous avons l'anémie, jusque-là silencieuse, inapparente, mais certains événements, comme la grossesse et l'infection, la déclenchent. L'hémogramme est variable, il peut être normal. Parfois, on a juste une microcytose isolée, ça c'est très important, une microcytose isolée qui peut être associée à une polyglobulie, plutôt pseudo-polyglobulie. Ça doit faire attirer votre attention et penser à une trait thalassémique. Le diagnostic repose sur l'électrophorèse des hémoglobines, qui va montrer, dans la majorité des cas, une augmentation de l'hémoglobine A2 et une augmentation de l'hémoglobine fœtale dans 30 à 50% des cas, qui peut atteindre jusqu'à 7%. Les thalassémies intermédiaires. En fait, c'est un groupe assez hétérogène, dont l'expression clinique est située entre plus sévère qu'une thalassémie mineure et moins sévère qu'une thalassémie majeure. Ainsi, on peut trouver un taux de globine qui peut varier de 6 à 9 grammes par décilitre, la microcytose, l'hypochromie, c'est-à-dire que le VGM est inférieur à 80, on peut avoir des VGM à 60, à 50, 55, voire moins. L'hypochromie, elle est franche. L'étude des hémoglobines, notamment l'électrophorèse des hémoglobines, montre généralement un taux d'hémoglobine A2 et un taux d'hémoglobine fœtale élevé. Là, vous avez un tableau qui résume sur le plan clinique. Malheureusement, le pointeur ne fonctionne pas. Sur le plan clinique, la différence entre une bêta-thalassémie homozygote majeure et une bêta-thalassémique hétérozygote intermédiaire et une forme mineure. Donc, peut-être la clinique est asymptomatique si en cas de... Très bien, merci. Forme hétérozygote, donc cliniquement asymptomatique. Sur le plan hémogramme, nous avons une microcytose isolée ou associée à une polyglobulie. Les formes intermédiaires, nous avons une anémie hémolytique mais discrète. Et dans les formes majeures, par définition, nous avons une anémie sévère. Ce sont des anémies qui nécessitent des transfusions itératives à vie. Là, vous avez le profil électrophorétique qui va être détaillé par mon collègue tout à l'heure. Les formes majeures, nous avons une anémie sévère avec une microcytose et une hypochromie assez remarquables. Généralement, le taux diurétique il est élevé ou à peine élevé, parce qu'avec le temps, on peut voir s'installer une carence martiale ou carrément une érythroblastopénie par, si je voulais, par une notion de fatigue médulaire, et donc on peut avoir affaire à une anémie qui hémolyse certes en rapport avec la maladie, mais sans pour autant être fortement régénérative. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le mécanisme de l'anémie il est aussi bien central que périphérique. On peut avoir sur le plan périphérique une poikilocytose, c'est-à-dire une anomalie de forme, des hématies en cible, que je vais détailler tout à l'heure, parfois des hématies en larmes en cas de splénomégalie, et voire même des hématies ponctuées
témoignant d'une dysérithropoïèse centrale. On peut trouver dans le cadre d'une forte régénération médulaire des érythroblastes circulants qui peuvent atteindre parfois plus de 100% par rapport aux globules rouges comptés. Et ça nécessiterait bien évidemment une correction du taux de globules blancs selon la formule taux d'érythroblastes multiplié par 100 sur taux de blanc plus le plus 100, voilà. La formule elle est connue. Alors dans les formes majeures, j'insiste sur la clinique. L'enfant il est pâle, il présente généralement une organomégalie, un ictère et puis des anomalies de croissance, des troubles de croissance osseuse. Sur le plan frottis médulaire, donc c'est ça, plus de frottis osseux, frottis sanguin, parce que j'ai vu une moelle tout à l'heure, c'est pour ça que... Donc là, vous avez un élément très très caractéristique, à savoir les hématies cibles. Et c'est quoi une hématie cible au target cells? En fait, ce sont des cellules, des hématies, qui ont de l'hémoglobine en périphérie et au centre, donnant l'aspect de cible à la cellule. Pourquoi cet aspect-là? Parce que ça a un rapport avec la faible quantité en hémoglobine, et donc c'est une anomalie de répartition du taux d'hémoglobine avec le volume cellulaire. Là, vous avez d'autres hématies cibles, et là, vous voyez quoi? Vous voyez un érythroblaste acidophile, témoignant d'une régénération médulaire. Alors, si le taux d'érythroblaste dépasse les 10%, ça mériterait une correction. La même chose, c'est une autre photo qui montre l'hématie cible. Et pour ce qui est de l'électrophorèse, donc j'en parle, même si ça va être détaillé. Donc nous avons les deux formes majeures et mineures, donc ça se voit la différence lors de l'électrophorèse des hémoglobines. Vous avez la forme mineure, plutôt majeure, pardon, majeure avec 94% de l'hémoglobine fœtale, qui contraste avec la forme mineure, où il y a très peu d'hémoglobine fœtale. Donc le diagnostic, évidemment, il est suspecté par la clinique, par l'hématologie, c'est-à-dire l'hémogramme, le frottis sanguin, donc il faut toujours savoir compléter par le frottis sanguin, c'est très informateur, et puis la finesse diagnostique, bon, bien évidemment, ça va être faite par l'électrophorèse des hémoglobines, avec d'autres techniques telles que l'iso-électrofocalisation et l'HPLC. C'est pour cela que, quand on parle des thalassémies, on préfère plutôt le mot phénotypage des hémoglobines. Et on ne doit pas se contenter du mot électrophorèse, parce que c'est l'un des tests qui permettrait d'affiner le diagnostic. Par la suite, nous avons la génétique moléculaire qui va contribuer à confirmer le diagnostic. En fait, la biologie moléculaire ou la génétique moléculaire est importante aussi bien dans les alpha que les bêta-thalassémies. Dans les anémies hémolytiques de manière générale et dans les thalassémies, il faut savoir compléter le bilan par un bilan d'hémolyse, montrant les signes indirects d'une hémolyse, tels que l'augmentation des LDH, diminution de l'aptoglobine, augmentation de la ferritine. Contrairement, voilà, nous avons dans la situation où nous avons une microcytose hypochromie avec ferritinémie normale ou élevée. Contrairement à la carence martiale, sachant que, je profite de l'occasion, souvent nous avons l'association de thalassémie avec carence martiale. Et quand on a une suspicion de carence associée, il faut savoir corriger d'abord la carence avant d'effectuer les électrophorèses d'hémoglobine parce que ça va être difficile d'interprétation. Le diagnostic moléculaire est largement conseillé dans les pays endémiques dès lors qu'on a un taux d'hémoglobine A2 élevé et dès lors que l'hémogramme montre une microcytose qui est généralement suffisante pour détecter une forme hétérozygote et ça servira par la suite au conseil génétique. Et je passe aux alpha-thalassémies. Les gènes alpha sont situés au niveau du chromosome 16. Nous avons 2 gènes alpha par chromosome, au total 4. La sévérité clinique est fonction du nombre de gènes défaillants, 1, 2, 3 ou 4. La non-expression de 1 ou 2, généralement, elle est généralement cliniquement asymptomatique ou silencieuse. La non-expression de 3 gènes, c'est l'hémoglobinose H, avec anémie hémolytique. La non-expression de 4 gènes, ça définit ce qu'on appelle l'hémoglobine BART, et donc elle est létale.
Là aussi, le diagnostic de certitude dans les alpha-thalassémies, l'analyse moléculaire est largement conseillée. Et là, vous avez un tableau qui résume les différentes situations donc, cliniques et biologiques en cas d'atteinte d'un seul gène, 2, 3 ou 4. 4 gènes, c'est létal. Et là, nous avons l'atteinte des 3 gènes qui définit la forme majeure. Quand il y a atteinte de 2 gènes, c'est la forme intermédiaire. Et là, comme vous pouvez le voir, là, j'attire votre attention sur cette colonne. Quand nous avons l'atteinte d'un seul gène, d'habitude, l'hémogramme, il est normal. Donc, l'anomalie, elle est là, l'anomalie génétique, elle est là, donc ça peut passer inaperçu. Par contre, en cas d'atteinte des 2 gènes, nous avons la pseudopolyglobulie, la microcytose et l'hypochromie. Donc, dès lors que vous avez une pseudopolyglobulie avec microcytose et hypochromie, c'est une thalassémie jusqu'à preuve du contraire. Quand la thalassémie, pour la distinguer avec une carence martiale, généralement, les carences martiales n'entraînent jamais de pseudopolyglobulie. Les carences martiales s'associent presque toujours à un nombre diminué, un nombre bas de globules rouges. En cas d'atteinte de 3 gènes, donc l'anémie, c'est la forme sévère, l'anémie elle est franche avec son caractère hémolytique et la microcytose et l'hypochromie elle est aussi franche. Et là vous avez les caractéristiques électrophorétiques de chaque type de thalassémie. Donc, on a fini avec les atteintes de l'hémoglobine quantitatives et je passe aux hémoglobinoses. Les hémoglobines anormales, c'est-à-dire que l'hémoglobine il est là, mais il est qualitativement anormal. Les hémoglobinoses anormales peuvent être classées en 4 groupes. Le groupe qui nous importe, c'est l'hémoglobinose S, ou ce qu'on appelle la cyclanémie ou drépanocytose. Cyclanémie, ça vient de sickle cells, c'est l'aspect de onpho en anglais des hémophiles. Nous avons d'abord les mutants à l'origine de problèmes de santé publique majeurs, à savoir l'hémoglobinose S, très fréquente en Afrique. Les variants plus rares, c'est le cas de l'hémoglobinose C au arabe et des Punjab, et puis nous avons d'autres variants rares tels que les hémoglobines instables, et puis d'autres qui sont cliniquement totalement silencieuses. Et j'insisterai sur la drépanocytose. C'est une maladie qui est très fréquente en Afrique, jusqu'à 25% de la population atteinte dans certains pays ou certaines régions de l'Afrique, retrouvée aux Antilles, au Maghreb, en Grèce et surtout et dans tout le Moyen-Orient. Donc, pourquoi j'insiste sur l'épidémiologie? Parce que c'est juste pour vous dire que ça nous intéresse. Les thalassémies comme la drépanocytose, ça existe chez nous. Et en tant que biologiste, on doit savoir les diagnostiquer. En fait, le diagnostic, ça passe par nous. Le clinicien, il évoque, il suppose, il émet des hypothèses, mais la confirmation, c'est le biologiste. C'est ça la force de la biologie d'ailleurs. L'anomalie moléculaire, elle est ponctuelle, elle se situe au niveau du gène bêta, situé au niveau du chromosome 11, bêta-globine, donc c'est une anomalie qualitative encore une fois, entraînant la formation d'une hémoglobine qui peut se déformer en polymère en cas d'hypoxie. Donc toute situation d'hypoxie va déclencher la maladie, notamment l'hémolyse et des crises vasoclusives. C'est une maladie autosomique récessive, responsable de la synthèse d'une hémoglobine anormale qui s'appelle l'hémoglobine S, qui entraîne ce qu'on appelle les anémies falciformes ou sickle cells ou cyclanémie. Les formes majeures ou les formes graves sont les hémoglobinoses SS et qui apparaissent dès l'âge de 3 mois. Pourquoi? Parce que c'est là où on a plus de globine bêta, n'est-ce pas? Parce qu'avant, il y a une prédominance, avant l'âge de 3 mois, il y a une prédominance de l'hémoglobine fœtale, et donc à partir du 3 mois, c'est là où l'hémoglobine fœtale régresse, donnant lieu, laissant place à l'hémoglobine A, et c'est là où on va assister à la clinique. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces maladies? C'est surtout une anémie chronique, dès l'enfance, avec des crises douloureuses, dites vaso-occlusives. C'est pour ça qu'on considère la drépanocytose comme étant une maladie systémique, une maladie de système.
Et ce n'est pas étonnant qu'on la traite, qu'on la prend en charge, entre autres, par des molécules de chimiothérapie, l'hydréa notamment. La sécrétion splénique de ces hématies en faux, FAUX, entraîne une augmentation brutale d'abord du volume de la rate, puis qui risque parfois carrément de se rompre. On peut assister parfois chez certains malades à une rupture splénique qui est une urgence médicale. De manière générale, un malade drépanocytaire SS qui hémolyse, ben c'est une urgence médicale. Et pour effectivement sensibiliser les collègues ici présents, urgence médicale, ça commence par vous. Dès lors que vous mettez en évidence ce diagnostic, il faut appeler le clinicien pour lui dire qu'il faut faire vite pour prendre en charge ce malade parce qu'il risque d'avoir de sérieux problèmes. Alors, l'anémie, elle est chronique, mononormocytaire ou discrètement macrocytaire parce qu'elle est généralement fortement régénérative. Et c'est la forme où, quand on a une crise hémolytique, c'est là où on voit généralement une macrocytose franche associée à une forte érythroblastémie, c'est-à-dire présence d'un assez grand nombre d'érythroblastes. Donc, très régénérative, avec présence de drépanocytes. Quand on voit des corps de Joly, eh ben, ça veut dire tout simplement que mon malade il est en asplénie fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une ischémie totale splénique et la rate n'est plus fonctionnelle. Quand la rate n'est plus fonctionnelle, ben, elle laisse libérer les hématies avec des corps de Joly. Donc c'est un élément indirect que le malade il est en asplénie fonctionnelle. Le diagnostic est confirmé par l'étude des hémoglobines, notamment les E3 et des hémoglobines. La plupart des malades en crise d'hémolyse sont en forme SS, hétérozygote, ou parfois, et c'est ce qui définit les syndromes drépanocytaires majeurs, en S-bêtatal ou en SC. Donc, les syndromes drépanocytase majeure s'appellent soit un SS, soit un S-bêta-thalassémie, soit un SC. Donc, pour commencer, c'est simple. Le diagnostic se base sur un hémogramme avec l'analyse du frottis. Vous allez voir que c'est vraiment facile à faire. Et puis, bien évidemment, savoir directement compléter par le phénotypage de l'hémoglobine. Et qu'est-ce qu'on voit sur un frottis? Et c'est ça la force des frottis, c'est ça la force de la biologie, notamment de l'hématologie. On regarde une image et on pose un diagnostic. Ça, c'est vraiment la force de la biologie. Et pas n'importe quel diagnostic, c'est un diagnostic de certitude. Vous allez me dire que ce malade, il a de la drépanocytose. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Ben, tout simplement, il faut compléter par une électrophorèse de l'hémoglobine et envoyer le malade vers un centre spécialisé pour une prise en charge. Les hématies en faux, appelées aussi sickle cell, c'est pour cela que la drépanocytose, on l'appelle aussi la cyclanémie. Les hématies en faux s'observent dans les hémoglobinoses SS, dans les hémoglobinoses SC et les hémoglobinoses SD. La présence de corps de Joly, comme je l'ai dit, suppose qu'il y a une asplénie fonctionnelle, que le malade a thrombosé, les artères spléniques, et donc la rate n'est plus fonctionnelle, laissant libérer les hématies avec corps de Joly. Et les corps de Joly sont en fait des morceaux de noyaux, de chromosomes. Dans le laboratoire, on doit bien évidemment savoir faire ce qu'on appelle le test de falsification. Il faut avoir et disposer de ce qu'on appelle le méthabilsulfite de sodium qu'on doit diluer. On met une goutte de sang avec la solution entre lame et lamelle. Normalement, quand on est en SS, ben, la réaction elle est franchement et immédiatement positive. On peut avoir recours aussi à ce qu'on appelle le test d'Itano ou test de solubilité. Alors la différence entre test de falsification et test de d'Itano, en fait, je préfère plutôt souvent uniquement le test de falsification, c'est que le test d'Itano, on travaille sur un hémolysa, contrairement au test de falsification où on travaille sur des globules rouges intacts. Et là, vous avez un test de falsification franchement positif. Et quand vous avez ces images, c'est un SS. Un SS qui n'a rien à voir avec les Allemands. Hein. Et là, vous avez donc les deux tracés d'une forme hémozygote et d'une forme hétérozygote d'une hémoglobinose. Et là, vous voyez donc, quand on est en hétérozygotie, presque on a 50% de A, 50% de S. Quand on a une forme homozygote, ben presque
la totalité des hémoglobines sont en forme S, c'est les SS. Une autre image qui montre une forme homozygote, SS. Là, vous avez le témoin normal, et là, vous avez une forme SS, donc il n'y a que l'hémoglobine S qui migre avant l'hémoglobine normale, et là, vous avez le témoin qui comprend, comme vous pouvez le voir, l'hémoglobine A, fœtale, S et C, qui permettra bien évidemment d'orienter votre analyse en cas de multiples analyses, en cas d'analyse de plusieurs échantillons. La même chose, vous avez ici des exemples. Là, vous avez numéro 1, c'est le témoin. Numéro 2, vous avez l'hémoglobine A, l'hémoglobine fœtale sur numéro 3. L'exemple 4, c'est la drépanocytose hémozygote SS. Et puis là, vous avez le témoin. Toujours, il faut avoir un témoin pour pouvoir contrôler et contrôler les différents profils. Et là, vous avez une double hétérozygotie SC dans l'exemple numéro 7. Ce tableau résume, ça c'est très important, ce tableau résume les caractéristiques hématologiques, notamment au frottis sanguin cytologique, des SS, des SC et des S-bêta. Dans les SS, SC, l'anémie il est normocytaire, normochrome ou macrocytaire. Dès lors que vous trouverez des hématies en faux avec une microcytose, ben c'est une S-bêtatale jusqu'à preuve du contraire. Vous voyez, parce que les thalassémies, c'est généralement une microcytose hypochromie. Quand ça s'associe avec une S, avec une drépanocytose, c'est la microcytose. C'est ce que vous voyez là. Donc dès lors qu'on passe au S-bêta, nous avons la microcytose. Alors que dans les SS et dans les SC, il n'y a pas de microcytose. Nous avons plutôt une normocytose, voire macrocytose avec régénération médulaire. Alors, dans les formes sévères, l'étude familiale est très importante pour pouvoir effectivement prévenir les formes graves. Et parfois, on peut même... Ça me rappelle un peu, si vous voulez, les hémophilies sévères. Ça vous dit, les hémophilies sévères, ce sont des situations qui sont à éviter en fait par un diagnostic prénatal. Là, vous avez les résultats ou les caractéristiques biologiques des syndromes drépanocytaires majeurs. Donc, c'est le même constat que j'ai soulevé tout à l'heure. Dès lors que vous avez une association des S avec des bêta, ben bonjour la microcytose, d'accord? Alors que quand on a un SS ou un SC, il est généralement VGM normal, voire augmenté. Je profite de l'occasion du moment que je m'intéresse, je dirige un centre de transfusion qui, effectivement, ça nous pose le fait de transfuser les drépanocytaires, c'est un sérieux problème parce que 30% des drépanocytaires sont albumisés et ils développent des anticorps. La réelle est positive parfois à plusieurs anticorps. Et donc, quand ils sont alloimmunisés, les transfusions sont généralement inefficaces. Et ça définit ce qu'on appelle les inefficacités transfusionnelles ou absence de rendement transfusionnel. C'est juste pour vous dire que quand on diagnostique un malade drépanocytaire majeur, ce n'est que le début d'une longue histoire de prise en charge qui pose de ces problèmes, aussi bien pour le malade et pour sa famille que pour le corps médical, parce que parfois on est arrivé à ne pas trouver quoi transfuser à ces malades. Juste un petit entre parenthèses. En conclusion, chers collègues, chers amis, honorable assistance, certes, l'apport de la cytologie, quand je dis cytologie, c'est-à-dire avant, il y a l'hémogramme, c'est-à-dire le quantitatif, il est inestimable pour le diagnostic des thalassémies, des hémoglobinopathies de manière générale, thalassémie et drépanocytose. Et comme vous l'avez remarqué, en cas de drépanocytose, le diagnostic il est évident, donc on est devant une drépanocytose. L'intérêt des techniques électrophorétiques il est plus discriminant, il est complémentaire et plus sûr, si vous voulez, plus discriminant du moment qu'on peut diagnostiquer une forme ou plusieurs formes, parfois plusieurs types d'hétérozygoties. La biologie moléculaire elle est là pour affiner et confirmer certains diagnostics, surtout dans les alpha-thalassémies, et ça a un intérêt surtout dans le cadre de conseils génétiques. Mais évidemment, j'insiste toujours, comme avant, et j'insisterai sur une meilleure collaboration entre biologistes d'abord, parce qu'on dit toujours biologistes cliniciens, non, d'abord,
entre nous, biologistes, discutons entre nous, lors des congrès, discutons entre nous quand on a des soucis. Et puis, évidemment, il faut créer des ponts, des contacts avec les collègues cliniciens pour une meilleure information, pour un meilleur rendu des résultats, surtout qu'il y a dans certaines situations qui sont des situations d'extrême urgence. Et bien évidemment, ça permettrait donc de rendre notre biologie beaucoup plus efficace et beaucoup plus sûre. Merci pour votre attention.